Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, Nicolas Piron reçoit Laurence Boone, chef économiste du groupe AXA. Et ancienne conseillère de François Hollande. Bonjour Laurence Boone. Bonjour Nicolas Piron. On va aborder un sujet technique mais essentiel pour qui souhaite comprendre le fonctionnement de l'économie actuellement, c'est le rôle des banques centrales. Pas très sexy, mais il y a une réunion de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui et la pression monte pour que Mario Draghi, son président, précise à quel moment il compte réduire son soutien à l'économie de la zone euro. On va en parler dans un instant. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Banque Centrale Européenne, la BCE, a en fait littéralement sauvé la zone euro ces dernières années. Absolument. Si on remonte au début de la crise, et pas forcément financière, mais notamment des crises souveraines de la zone euro et celle de la Grèce, la première institution à agir, la seule d'ailleurs qui a le droit d'agir au nom de la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle l'avait fait une première fois avec Jean-Claude Trichet, pour les petits pays de la périphérie, et elle l'a fait de façon spectaculaire avec Mario Draghi et son fameux « je ferai ce qu'il faut » à l'été 2012, qui a convaincu les marchés qui ont immédiatement cessé leur attaque de la zone euro sur cette simple phrase. Le pouvoir de dissuasion finalement. Un pouvoir de dissuasion colossal et puis aussi une confiance des marchés dans le banquier central absolument impressionnante. Sauf qu'aujourd'hui, la BCE semble impuissante, croissance molle en zone euro, inflation proche de zéro, alors que le mandat de la BCE, son objectif, c'est d'avoir une inflation légèrement inférieure à 2%. Est-ce qu'aujourd'hui, les armes déployées par la Banque Centrale Européenne sont inefficaces ? Alors, je pense qu'il faut regarder deux choses. Au-delà du fait, effectivement, qu'elle a permis de sauver la zone euro, toujours dans les limites de son mandat, même si elle a dû un peu flirter avec la politique, la première des façons de répondre à votre question et la plus difficile, c'est que se serait-il passé sans la BCE. Et on aurait probablement eu encore moins de croissance et encore moins d'inflation qu'aujourd'hui. Quand on regarde les études qui ont été faites sur les politiques des banques centrales, les fameuses politiques d'achat d'actifs, pendant toute cette période de crise, on estime qu'elle remonte l'inflation de 0,1 à 0,5 suivant les pays, et la même chose sur le taux de croissance. On a aujourd'hui en zone euro un taux de croissance qui sera probablement de 1,5% et un taux d'inflation qui va probablement dépasser les 1% en 2017 et continuer de s'élever ensuite. Je vous trouve très sévère. Je trouve que la BCE commence à avoir rempli son mandat. Par rapport aux États-Unis, c'est pas si sévère que ça. On voit que la croissance est beaucoup plus forte depuis bien plus longtemps et que la Banque centrale américaine a commencé bien plus tôt à réduire son soutien à l'économie. Mais la Banque centrale américaine avait commencé bien plus tôt à mettre en place les politiques d'achat d'actifs après les politiques de baisse des taux très très fortes. Et il faut remettre les choses dans leur contexte politique. Aux États-Unis, la Banque centrale parle toutes les semaines au Trésor américain. C'est une action, elle est indépendante bien sûr, mais c'est néanmoins une action tout à fait coordonnée et elle l'a été de façon ils ont été très intimes pendant toute la période de la crise. En zone euro, il n'y a pas d'interlocuteur politique en face de la Banque centrale européenne. Il y en a trop. En fait, c'est ça le problème, c'est que la BCE a affaire à une variété, 17 acteurs politiques, et qui ont chacun une histoire et une culture très très différentes. À titre d'exemple, en Allemagne, on est, comme vous le savez, extrêmement réticent, et la Banque Centrale Européenne, dont le siège est à Francfort, est soumise à d'intenses pressions politiques de la presse, du ministre des Finances. Seule la chancelière s'est toujours gardée de s'exprimer. En France, le message en direction de la Banque centrale était « faites du QI, faites du QI ». En Allemagne, c'était « non, faites pas, non, faites pas ». C'est compliqué. Racheter des actifs sur les marchés pour soutenir l'activité économique. Si je traduis vos propos. Les taux zéro, on en parle beaucoup, ça fait baisser les taux des crédits immobiliers, c'est très bien pour les acquéreurs. En revanche, ça n'a pas permis non plus de relancer l'économie autant que la Banque centrale pouvait l'imaginer, a priori. Vous avez raison, mais vous êtes un peu sévère. Les taux zéro et les achats d'actifs ont effectivement rendu le prix du crédit. Ça fait deux choses. Ça rend d'une part le prix du crédit très peu élevé, ce qui permet aux entreprises d'investir plus. Et en fait, l'investissement, notamment en France, tient quand même bien la route. C'est en Allemagne, principalement, qu'on a un déficit d'investissement, et ça n'a pas à voir avec le coût de l'investissement. Et d'autre part, ça rend l'épargne moins intéressante, ce qui devrait permettre aux gens qui disposent d'une épargne de consommer un peu plus aujourd'hui et donc de soutenir la croissance comme ça. C'est pas une politique de long terme, c'est une politique pour sortir quand on est en train de tomber au fond du trou. La grande question, c'est la suivante. Est-ce que les politiques budgétaires doivent désormais prendre le relais des actions de la Banque centrale européenne ?
Autrement dit, est-ce que les États doivent s'endetter davantage avec les taux zéro, justement, profiter de cet argent bon marché pour investir et soutenir la croissance à leur tour? C'est une excellente question. On la voit partout. Tout le monde se pose la question. La croissance, c'est deux choses. C'est la croissance de court terme, et c'est vrai qu'à court terme, on peut envisager une telle action, et je vais revenir sur la façon de le faire. Après, la croissance potentielle, celle qui va faire que durablement on a de la croissance, elle ne dépend pas de la politique budgétaire, elle dépend de notre capacité à adapter les innovations, à les capter, à les intégrer dans notre processus de production, et à faire qu'on est de plus en plus productif et qu'on peut employer de plus en plus de gens. Et ça a à voir avec l'agilité qu'on démontre dans les entreprises ou au niveau du pays. Ça renvoie à la réforme du marché du travail. En gros, oui. Sur les politiques budgétaires, ce que disent de façon un peu plus subtile les organisations internationales, c'est regarder la qualité de vos dépenses. Vous pouvez peut-être emprunter, mais emprunter pour financer l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est les investissements justement dans ce capital innovant. Mais c'est surtout l'investissement dans l'éducation et tout au long de la vie. Il y a quelque chose qui est très frappant quand on regarde les différentes études, c'est que l'éducation a tendance à stagner dans certains pays. On arrive à des générations dont le taux d'éducation n'augmente plus de façon constante. Et ça, c'est la clé pour être capable d'utiliser les innovations de demain et de progresser. Donc investir, oui, mais investir dans l'éducation, si on regarde la France à titre d'exemple, à peu près les mêmes chiffres sur le service de la dette que l'éducation, il faudrait réallouer une partie de ces montants. Bon, vous avez passé de nombreux mois auprès de François Hollande. Est-ce qu'il comprend vraiment quelque chose à l'économie ? François Hollande est un brillant économiste et l'analyse, et c'est toujours un plaisir de l'écouter l'analyser. Est-ce qu'il comprend par exemple les mécanismes de politique monétaire, puisqu'on en parle ce matin ? Il le comprend très bien. Tout le long de la période à l'Élysée est celle qui a mené au QI de la Banque Centrale Européenne et celle du premier appel de Mario Draghi à compléter les actions de politique monétaire par une politique budgétaire, justement, coordonnée dans la zone euro et par des politiques, par des réformes structurelles. Je crois que sur la coordination des politiques budgétaires en zone euro, on a encore beaucoup à faire, mais sur les réformes structurelles, ça a été entendu dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, tout est dans la nuance. Merci Laurence Boone, chef économiste du groupe AXA, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée.